Entre les Alpes japonaises de la région de Nagano et le centre du Japon autour de Kyoto, il y a toute une région où les touristes occidentaux se font encore très rares. Exception faite de Kanazawa qui commence à gagner une certaine popularité et que l'on découvrira la fois prochaine, toute cette partie du littoral de la mer du Japon, divisée entre 3 préfectures, est encore presque inconnue du grand public. Ces 3 préfectures, ce sont celles de Toyama, Ishikawa et Fukui. J'ai donc choisi de consacrer cette vidéo et les 2 suivantes à chacune d'elles afin de vous faire découvrir les lieux que j'ai eu la chance d'y visiter. Et on démarre donc par Toyama. Rassurez-vous, ce n'est pas un bug dans la vidéo. On démarre par un écran noir parce que je vous invite à tendre l'oreille quelques secondes et à savourer ces quelques sons typiques du Japon. Chaque gare japonaise possède son ou ses propres carillons. On les appelle Hasha Melody, la mélodie du départ. Et si le sujet vous intéresse, j'y ai consacré toute une vidéo sur ma chaîne principale Dog Japan. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. À présent, notre balade dans la préfecture de Toyama peut commencer. J'ai donc repris le train à Uozu jusqu'à Toyama, chef-lieu de la préfecture éponyme, où j'ai récupéré une nouvelle voiture de location. Et cette fois, je vais la garder quelques jours puisque c'est avec elle que je vais parcourir ces 3 préfectures. On démarre avec la baie de Toyama et plus précisément un lieu nommé Amaharashi. Amaharashi a déjà une petite réputation au Japon et auprès de quelques touristes un peu curieux, car par temps clair, on peut apercevoir les sommets enneigés des Alpes japonaises de l'autre côté de la baie. Alors, par temps clair, oui, mais des 2 côtés. Or, ce jour-là, manifestement, les nuages avaient décidé de rester accrochés devant les montagnes. Pas de chance pour moi. Ce n'est pas la seule chose à voir à Amaharashi. L'endroit est aussi connu pour 2 rochers. L'un à quelques encablures du rivage et que l'on surnomme le rocher de la femme. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore. L'autre se trouve quant à lui sur le rivage, entre la mer et la voie ferrée voisine. Il ressemble à un dolmen un peu, vous trouvez pas ? Il est surnommé le rocher de Yoshitsune, du nom d'un des plus grands guerriers samouraïs que le Japon ait connu. Alors j'ai déjà évoqué ma passion pour l'histoire de ce pays dans une précédente vidéo, et aujourd'hui il va en être question plusieurs fois. Alors comme précédemment, ceux que l'histoire japonaise intéresse vraiment, je les renvoie vers ma chaîne principale, où j'en parle en long, en large et en travers, mais ici on va rester dans les très grandes lignes. Si ce rocher a été ainsi nommé, c'est parce que c'est là que Yoshitsune se serait caché avec ses compagnons, alors qu'il était recherché par toutes les armées du pays. Pas facile d'être un héros quand on risque de faire de l'ombre à son shogun de frère, hein ? Quittons le bord de la mer et allons faire un tour dans le village. Je vous le cache pas, j'adore me promener dans ce genre de petites ruelles et découvrir les maisons, les jardins, ces petits coins cachés typiques du Japon côté campagne. Mais pour être franc, je ne marche pas tout à fait au hasard non plus. Je me rends dans une ancienne demeure samouraï, restaurée et que l'on peut visiter. Alors, rien à voir avec Yoshitsune cette fois, celle-ci appartenait à un membre illustre du clan Takeda, un autre nom célèbre dans l'histoire du Japon.
Allez, on enchaîne aujourd'hui. Cette fois-ci, on va traverser la préfecture pour rejoindre le littoral du côté de Kanazawa, mais en chemin, je vais faire un petit détour par les montagnes pour voir un autre lieu historique. Et oui, encore. Ah, je vous l'avais dit, c'est un épisode où l'histoire du Japon est assez présente, mais que voulez-vous quand on est passionné ? Nous voici dans un lieu nommé la passe de Kurikara. Et ce monument commémore en fait une terrible bataille. Bataille restée célèbre ici car elle devait opposer les troupes venues de la capitale, à l'époque Kyoto, près de 50 000 hommes, à un petit groupe dissidents d'à peine 2000 guerriers, mais tous originaires de cette région. Et devinez qui l'a emporté ? Eh oui, vous avez compris, si cet événement figure au menu des livres d'histoire, c'est qu'il a tout de David contre Goliath. Et l'astuce qui a permis aux plus faibles de triompher ? D'une part, ça s'est passé en pleine nuit. Ensuite, les troupes de la capitale ignoraient le nombre des guerriers auxquels elles faisaient face, et ces derniers ont eu recours à une ruse pour le moins originale. Enflammer les cornes d'un troupeau de bœufs et les lancer au grand galop sur les troupes ennemies. En pleine nuit, sur un étroit chemin de montagne, dans la panique, vous imaginez le résultat ? Des milliers de guerriers ont fini au fond de ce ravin. Évidemment, il faut s'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas tous ces arbres. Une débandade retentissante qui a décidé les troupes impériales à rebrousser chemin jusqu'à Kyoto. Bon, puisque je suis là, je vais en profiter quand même pour voir autre chose qu'un lieu historique, qui, après tout, ne ressemble sans doute plus beaucoup à ce qu'il devait être il y a plus de 800 ans. Non loin de là, se trouve un important temple bouddhiste, le temple de Kurikara Hudoji. Bon, là non plus, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que le bouddhisme est aussi un sujet complexe, et j'avoue que je ne m'y connais pas encore très bien. Je sais au moins qu'il existe plusieurs sectes bouddhiques dans le pays, et que ce temple est considéré comme un temple principal spécial de l'une des plus importantes, la secte Shingon. Alors, petite précision tout de même, ici, lorsqu'on parle de secte, il ne faut pas le prendre au même sens que chez nous. Pas de gourous ni de fanatiques, ce sont en fait des écoles de pensée. Le bouddhisme est vu par beaucoup davantage comme une philosophie que comme une religion, ce qui explique cette vision des choses. Malgré les apparences, je tiens tout de même à préciser que toutes ces images ont été tournées le même jour. Le temps dans la montagne était, il est vrai, nettement plus nuageux, mais dès que l'on retourne vers la mer, le soleil a décidé de se montrer à nouveau et je dois bien reconnaître que ce n'était pas pour me déplaire. Le temps peut parfois être très changeant et très vite au Japon. J'ai déjà eu plus d'une fois l'occasion d'en faire l'expérience et c'est pas terminé.
Quoi qu'il en soit, je file désormais le long de cette belle côte de la mer du Japon pour rejoindre mon hébergement du jour, ou plutôt du soir. Tout au long de l'année, la nuit tombe tôt au Japon, même en été. Là, nous étions en septembre, donc coucher de soleil vers 18h. J'espère en tout cas que ces quelques images de la préfecture de Toyama vous ont plu. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide pour organiser un futur voyage au Japon, je suis à votre disposition puisque je suis aussi travel planner spécialisé sur cette destination. Vous trouverez toutes les infos nécessaires en description pour me contacter. On se retrouve bientôt pour parcourir cette fois la préfecture d'Ishikawa. En attendant, pensez à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de ce long voyage. Et d'ici là, comme on dit au Japon, matane, à la prochaine!